seven, six, five, four, three, two, one. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Madame, Monsieur, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin. La situation économique du pays demeure préoccupante. Vendredi dernier, le Conseil des ministres précisait que la crise politique au Togo a contribué à réduire le niveau de mobilisation des recettes fiscales et douanières. Conséquence, adoption du projet de loi des finances rectificatives gestion 2018, une baisse de 1%, note-t-on. Taxi près de ce jeudi aura un langage économique, ce matin, puisque nous reviendrons aussi sur la 7e ou la 107e session du Conseil des ministres du groupe des États ACPUE, qui se déroule dans notre capitale. Le Togo a d'ailleurs été désigné hier pour présider le groupe ministériel des pays ACP chargé de négocier avec l'Union européenne en août prochain un nouvel accord de partenariat qui prendra donc le relais de celui de Cotonou en 2020. Et notre invité ce matin, c'est Nicolas Lawson, le président du PRR. Nous avons une idée des journaux qui sont dans les kiosques ce matin. On va commencer par le quotidien Liberté. Liberté qui parle du président Faure Gnassingbé pendant que les Togolais sont soucieux de la sortie de la crise. Faure Gnassingbé pense sommet sur le terrorisme en juillet prochain à Lomé. Vous lirez l'article à la page 3. Revendication des enseignants fonctionnaires recrutés en 2017. À quand le versement des avances sur salaire promis par Gilbert Bawara? C'est l'interrogation du confrère. Le journal qui parle aussi de Jean-Pierre Fabre ce matin, entrave au libre exercice des activités politiques. Jean-Pierre Fabre empêché de rendre visite à une famille de victimes. À Sokodé, le journal en parle. C'est Liberté. Forum de la semaine, finances publiques, la Banque mondiale promet une bouffée d'oxygène au budget. C'est ce que note le journal, le confrère qui parle de la diplomatie à Lomé. Les ACP s'organisent pour les négociations avec l'Union européenne. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis, agriculture, le TIRSAL, cet outil destiné à accroître le volume des finances dans le secteur agricole. Les détails sont à découvrir dans le quotidien Forum de la semaine. Il y a l'hebdomadaire Le Changement. Les taux se resserrent autour de Faure Gnassingbé. Après la C14, les prélats, Gilles Christ, la PED propose au chef de l'État de renoncer volontairement au pouvoir en 2020. Vous lirez l'article dans le journal à la page 3. Meeting groupé de la coalition de 14 partis de l'opposition, une mobilisation des populations déterminées à arracher les réformes. Et puis, vaste opération de recensement foncier. L'OTR veut assainir et organiser le secteur des activités économiques au Togo. Les détails sont à découvrir dans le journal et puis par rapport donc à la session du Conseil des ministres de ACP. Il y a le discours du ministre Robert Doucet, séquence choisie par le journal. L'unité d'action au rang des ACP aidera sans doute nos États à faire décroître les inégalités et à faire reculer les frontières de la pauvreté, à faire sortir nos États et populations de la situation d'inconfort actuel. Vous lirez l'article dans l'hebdomadaire Le Changement. Il y a Écho du pays qui parle de la crise politique togolaise entre stratégie politique et issue du sommet de la CEDEAO en juin. Chacun affûte ses armes, écrit notre confrère. Le journal qui parle également du sommet ACPUE à Lomé. L'avenir du partenariat ACPUE au sommet des échanges. Et puis, phénomène mimé tcha-tcha-tcha sur les réseaux sociaux, quand ignorance et naïveté peuvent conduire à de graves conséquences. C'est ce que relève le confrère Écho du pays. Il y a la Nouvelle Tribune qui parle de magouille, copinage, promiscuité autour de la passation d'un marché, le système informatique en otage à l'OTR. C'est ce que révèle ce matin le confrère La Nouvelle Tribune. Le journal parle également de la banque SIAB. Et si l'État remettait ou mettait fin à l'administration provisoire
puisque le confrère fait un zoom sur l'extraordinaire salaire du directeur général de cette banque et les réalités de la SIAB. Sochi guette le temps du châtiment, ils sont sanctionnés. Vous découvrirez ce dont il s'agit dans le journal à la page 4. Flambeau des démocrates, 107e session du Conseil des ministres du groupe des États ACP-UE, vers un nouveau cadre de partenariat, écrit le journal. Politique, remobilisation des troupes dans la perspective de la reprise des marches. Fabre qui dit « Les marches vont bientôt reprendre, soyez persévérants, courageux et endurants ». Et puis, les autorités politiques ou togolaises reconnaissent-elles finalement Abbas Bonfo comme ancien président du Togo ? Le confrère pose clairement la question, c'est dans le journal Flambeau des démocrates. Chronique de la semaine, la coalition de 14 partis de l'opposition, un véritable panier à crabes. Lorsque Ouro Dikpa du PNP arrache le micro à Jean-Pierre Fabre et lui dit d'aller mobiliser ses militants à Kodovia-Kopé, renseigne le journal Chronique de la semaine. Transport aérien, 4e réunion du MUTA, Fort Gnassingbé donne un coup d'accélérateur aux travaux. 26 États adhèrent à l'engagement solennel de l'Open Sky africain et 15 autres ont signé. Voilà les détails donc à lire dans le journal Chronique de la semaine. Et le dernier journal ce matin avec nous, c'est le Perroquet. Peur bleue sur la capitale Lomé, Togo, de l'état de terreur à l'état de torture, écrit notre confrère. Zoom sur le produit Cunet, un grand réseau d'arnaqueurs interdits d'activité en France, au Canada, en Belgique, au Rwanda, au Burkina Faso, au Mali, etc., accepté au Togo. C'est ce que révèle ce matin le confrère. Vous lirez l'article dans le journal Et puis Sorcellerie. Le prophète Isaac d'Assivera enseigne comment contrecarrer le phénomène. En tout cas, vous lirez l'article dans le journal Le Perroquet. Alors, outre le Perroquet, ce matin, vous avez le journal Chronique de la semaine. Il y a Flambeau des démocrates, la Nouvelle Tribune. Vous avez Écho du pays. Il y a le Changement, le quotidien Forum de la semaine, le quotidien Liberté. Il y a aussi le quotidien Togo Matin. Retour en studio avec notre invité ce matin, on le dit, c'est le président du PRR, Nicolas Lawson. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous encore ce matin. Nous vous avons invité ce matin pour parler économie et surtout revenir sur cette rencontre qui se déroule dans notre capitale qui parle des accords ACP-UE. 2020, ce sera la fin de l'accord de Cotonou. Les États ACP doivent maintenant négocier de nouveaux accords donc, avec l'Union européenne. On va en parler. Mais avant, vous êtes politique et la crise politique au Togo n'a pas encore trouvé de solution depuis déjà 10 mois. Est-ce que ça vous inquiète en tant que politique ? Non, ça m'inquiète en tant que patriote, c'est-à-dire un cocardier en quelque sorte, quelqu'un qui aime son pays et qui ne supporte pas la souffrance de ses compatriotes et puis la décadence même de cette nation qui devrait être une nation prestigieuse et une nation pilote dans notre sous-région, tout au moins en Afrique, et qui malheureusement a perdu en route ce chemin-là. Ça m'inquiète, mais en tant que quelqu'un qui a la foi en Dieu Tout-Puissant et tout, et je suis persuadé que quand le moment sera venu, Dieu Tout-Puissant nous fera retrouver par certains de ses fils. Mais ça fait quand même des années que ça dure cette situation. Oui, parce qu'il y a un égarement général des gens qui s'improvisent des politiciens et qui n'ont pas compris, qui n'ont rien compris que les jeux des partis politiques, des dizaines, plus de 110 partis politiques dans un petit rectangle comme celui-ci, avec moins de 8 millions d'habitants, que c'est vraiment un scandale. Comprenez. Quand vous prenez un pays comme le Nigeria, qui est le mastodonte en Afrique de l'Ouest et tout, où il y a plusieurs tribus et dont on a peur compte tenu des rivalités, des tribus, des guerres, de la guerre passée, tout ça là et tout. Mais ce pays a réussi à mettre en place 2 partis politiques autour
desquels gravitent quelques petits partis politiques et tout, mais un système qui est un système donc pour mettre ce pays dans l'ordre. Et nous sommes scandalisés de voir qu'au Togo et dans la plupart des pays francophones, il y a cet aveuglement, cet égarement tragique qui fait que n'importe quel kidam se lève, il crée un parti politique et puis il a les moyens de proférer. Aujourd'hui, quand même, il y a de ces blocs qui se constituent. Ces 14 maintenant, il y a les centristes, il y a les républicains, écologistes. On ne joue pas. Ça veut dire qu'on se réunit quand même pour pouvoir réfléchir ensemble, pour pouvoir sortir le Togo d'affaires. C'est pas normal. Comment ils ne peuvent pas s'entendre, s'asseoir, se parler et tout, et que maintenant ils trouvent après qu'ils ont quelques affinités et tout, et que quand la vague les porte, ah oui, ils peuvent créer des coalitions, et toutes les coalitions qui ont été créées depuis que nous avions créé le phare, parce qu'au moment où nous créions le phare, il n'y avait que le RPT, et donc il fallait créer une structure qui permettait de confronter le RPT, mais en faisant des propositions très claires en ce moment-là, vous comprenez. C'est ça qu'on avait fait. Mais après, il y a eu le code, et depuis, c'est la diversion, c'est le désordre, vous comprenez, et le pays n'arrive plus à trouver son chemin. Quand vous allez dans les campagnes, les villages et tout, vous avez 90% d'analphabètes et tout ça, des gens qui ont faim et tout. Qu'est-ce que ces gens comprennent? Ils comprennent rien du tout. Donc c'est quoi? Ils s'alignent parce que c'est un fils du pays, parce qu'il a un peu d'argent, ou c'est le pouvoir qui vient avec ses préfets, ses chefs traditionnels pour acheter les consciences et tout ça. Mais ça ne construit pas une nation. Ça ne permet pas à un pays de se développer et tout. C'est une tragédie, cette histoire-là. Et pendant la campagne de 2003, j'avais dit qu'il fallait aller au bipartisme, comprenez? Parce que nous sommes là, dans un pays pauvre, où nous devons travailler. Mais on ne peut pas le décréter aussi. On doit le décréter. Le Nigeria, ça a été décrété. Oui, ce sera en ce moment fait entorse à notre constitution. Pas du tout. Quelle constitution? C'est le peuple qui est souverain. Et quand vous avez des patriotes, comprenez. Vous avez vu en 1958, le général de Gaulle, le général de Gaulle a initié un référendum pour doter la France d'une nouvelle constitution qui a mis un terme à la 4e République où il y avait du désordre, comprenez. Et ça a permis donc à la France de se reprendre et puis d'être ce qu'elle est aujourd'hui, même si on a encore des difficultés. On doit décréter, quand il y a un désordre, quand vous avez des fils d'un pays qui ne comprennent rien du tout, qui s'acharnent à se détruire, à se combattre, au lieu de s'occuper donc de leurs frères et sœurs, de leur bien-être et autres. Ils parlent de politique, matin, midi, soir, et ils ne comprennent rien à l'économie ni au social et tout. Tout à l'heure, nous, on parlera économie, bien sûr. Oui. Je voudrais quand même vous interroger sur la question politique, juste un moment, avant d'aborder le sujet politique. Il y a le ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet, récemment, il me semble en 2008, il a publié un livre dans lequel il dit que l'Afrique, en réalité, son problème aujourd'hui, c'est parce qu'il est malade, ou elle est malade de ses dirigeants. Si on rapporte le problème chez nous au Togo, un petit peu comme le confrère Togo Matin l'a écrit cette semaine, est-ce qu'on pourra dire que le Togo est malade de ses opposants? Entre nous, lui-même, il n'est pas malade. Qui ça? Le ministre dont tu parles. Non, il n'est pas malade. Il est malade parce qu'il ne comprend rien au monde tel que le monde se porte aujourd'hui. Il est malade. Il croit quoi? Parce qu'il est ministre des Affaires étrangères, il peut faire des sommets sur la sécurité maritime, on gaspille des dizaines de milliards et tout, et puis après ça ne donne rien du tout, et est-ce que c'est lui qui fait le sommet? C'est lui qui est là, c'est lui qui donne de mauvais conseils au chef de l'État. Il comprend rien du tout. Il croit qu'il fait son carnet d'adresse, il rencontre des gens et tout, il fait des sommets. C'est ça la réalité aujourd'hui. Non, on ne fera pas une fixation sur la personne. Non, parce que tu as parlé de lui. Oui, non, je n'ai que cité le livre qu'il avait écrit. Oui, son livre est nul. Vous l'avez lu? Je ne l'ai pas lu et je ne veux même pas le lire. C'est ce qu'il fait à mon pays. C'est le rôle qu'il joue dans ce gouvernement qui est un rôle négatif, nuisible, parce qu'ils ont égaré le chef de l'État. Ils croient que les Togolais l'ont traîné dans la boue et tout, et donc on va faire venir des kidams de n'importe où qui ne comprennent rien du tout, faire des sommets, et puis après, ils mangent aux frais du Togolais et tout, on dépense l'argent de Togolais, on mange, on circule dans la ville, on ferme des rues et tout, et on s'en va. Et la dette reste là. Comprenez? Est-ce qu'il a compris ça? Est-ce qu'il sait ça? Que ce qu'il est en train de faire, c'est nul.
Mais si hier... Est-ce que notre pays n'est pas aussi malade de ses opposants aujourd'hui? Pas de ses opposants, de ses politiciens. Les politiciens togolais sont véreux. Ils sont incapables, irresponsables, inconsistants et dangereux. Ils ne voient même pas où le pays va. Le pays va à volo. Les gens ont faim. Le pays, les Togolais souffrent et ils demandent un peu de bien-être. Et eux, ils font de la politique politicienne. Et ils croient que c'est comme ça que ça va. Ça ne va pas comme ça. Quand on est politicien, il faut être responsable. Il faut avoir le sens de la responsabilité. Nous ne sommes pas venus dans ce monde pour nous servir nos partis et nos partis et tout. Nous sommes là pour servir nos prochains, pour servir notre patrie, pour laisser une trace positive dans l'histoire de notre pays, pour construire une nation unie, viable et tout. On n'est pas là pour les partis politiques. On n'est pas là pour être des politiciens et tout. Quels politiciens? Ils proposent quoi? Ni vision, ni ambition nationale, ni projet. Et voilà, des gens... Alors, des fois, on te dit, tu n'es pas opposant. Pourquoi vous voulez que je sois opposant? Est-ce que Dieu m'a créé pour que je sois opposant? Dieu m'a créé pour que je construise, pour que je donne des idées. Je participe au développement de mon pays. Ça fait des années que vous donnez des idées, que vous faites dans la proposition. Ils prennent certaines de mes idées, ils n'en foutent rien. Au début, ils disent oui, ne l'écoutez pas, c'est de l'utopie, c'est ceci. Après 5 ans, 10 ans et tout, ils reviennent pour dire on va faire ça. L'école primaire obligatoire et gratuite. Parce que c'était dans la Constitution togolaise. Article 35. C'est dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Article 26 et tout. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas Nicolas Lawson. Ce sont des réalités qu'il faut mettre en pratique pour élever les Togolais à la dignité humaine, pour construire une nation viable et tout, pouvoir vivre ensemble et participer à la civilisation. Mais non, les gens sont là, c'est eux, leur ignorance, leur bêtise. Et ils croient parce qu'ils ont des diplômes, ils ont des titres, c'est ça qui fait quoi? Non, c'est pas vos titres, c'est pas vos possessions. Vous êtes en colère? Oui, je suis en colère contre eux. On en a marre. Les Togolais s'ouvrent, le pays va mal. On va à la catastrophe. Et je ne peux pas laisser cette histoire comme ça. Je ne suis pas là. Je ne vais pas vivre. Et puis après, le jour où je ne serai pas là, ah oui, il a aussi été là. Vous comprenez? Et il y a des gens qui s'acharnent à participer à ce jeu malsain de dénigrement, de diffamation. Oui, récemment, nous avons appris que vous avez tenté un rapprochement du C14. Est-ce que c'est vrai? Je n'ai pas tenté de rapprochement. Les petits rigolos qui racontent ça, ils ne comprennent rien du tout. J'ai dit... Quand vous prenez la C14, vous voyez quoi? Vous voyez quelques partis politiques sans les associations qui s'étaient associées à eux pour former Sauvons le Togo, n'est-ce pas? C'est bien cela. Voilà, et le Sauvons le Togo, où est-ce qu'il est? Il a échoué lamentablement. Au moment où je disais non, les associations, les organisations non gouvernementales et tout ne doivent pas être partisans. Comprenez? Le rôle des associations, des ONG, c'est de contribuer au bien-être de la population et tout. Donc le jeu partisan n'est pas leur truc. Maintenant qu'ils ont créé ce groupe des 14 et tout, mais ce qu'ils font, leur réclamation, est-ce que c'est ça qui est la réalité aujourd'hui au Togo? Est-ce que celui qui m'écoute là et qui est à Bodjaou, qui est, je ne sais pas, Dagny et tout, est-ce qu'il sait ce que c'est que la Constitution de 92 et tout? Pourquoi vous l'embrouillez avec ça? Est-ce que quelqu'un qui va voter, je ne sais pas, à Paris, dans un consulat ou tout ça, quel est le problème pour quelqu'un qui est à Kévé ou je ne sais pas où? Celui qui est là, il a faim, vous comprenez? Il vit dans des conditions inacceptables. Mais on ne va pas réduire le problème de tout un pays à une question de faim. Absolument. C'est ça. Ah oui? Si vous ne comprenez pas ça, vous n'avez rien compris. Pourquoi vous êtes des pays pauvres? Vous êtes des pays pauvres. Vous êtes des misérables. Vous êtes des sauvages. C'est ce que les Blancs disent. C'est ça la réalité. Parce que vous ne pensez pas au bien-être de vos frères et sœurs. C'est primordial. Celui qui n'a pas mangé à sa faim ne peut pas avoir un jugement juste et objectif. Vous comprenez? Il est un danger. Il est un danger. Le ventre affamé n'a point d'oreille et tout ça là et tout. Et vous voulez laisser vos frères et sœurs dans la misère et tout, dans des conditions et tout, et vous croyez que ce n'est pas ce qui est important. C'est ce qui est important, comprenez. Un homme, quand tu te lèves, tu dois pouvoir manger 3 fois par jour. Tu dois pouvoir te soigner, être bien logé, soigner tes enfants, les envoyer à l'école et tout ça là. Et tu dois avoir le minimum de commodité quand même dans ta maison. Des gens sont ici à Lomé, n'ont même pas de puisard. Sont obligés de venir à Bella,
à quelques kilomètres de la plage, de jeter leurs eaux usées dans les rues et tout ça là et tout. C'est quoi ça? Nous sommes au 21e siècle. C'est pas la civilisation, c'est la barbarie, c'est la sauvagerie ça. Donc tu fais de la politique pourquoi? Pour ton parti, pour aller au pouvoir? Mais merde, ça veut dire quoi ça? Il faut comprendre ça, c'est la dignité humaine. C'est le bien-être de nos frères et sœurs. C'est ça qui nous donne la valeur d'homme. Quand on parle d'humanité, c'est ça. Nous sommes des hommes à cette seule condition. Si nous ne nous soucions pas de nos frères et sœurs, nous ne sommes pas des hommes. Nous sommes des animaux. Comprenez? Et c'est ça qu'il faut comprendre, que les gens comprennent ça. C'est pour ça que ça dure autant à être réglé le problème togolais? Oui, parce qu'ils ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas des patriotes. Ils ne sont pas des cocardiers. Ils ne s'occupent pas des vrais problèmes des Togolais et tout. Vous voulez diriger pour qui et pourquoi? Pour vous, votre parti. On n'a rien à foutre de vous et de vos partis. Mais on veut que le Togo soit prospère et prestigieux. On veut que les Togolais puissent vivre dans de meilleures conditions, qu'ils mangent matin, midi, soir. C'est ça la réalité. Monsieur Nicolas Leçon, j'ai posé une question à laquelle vous n'avez pas répondu. Oui. Est-ce que vous avez tenté un rapprochement avec le C14? Non, j'ai demandé au C14 de s'ouvrir à des idées nouvelles, à des propositions nouvelles. Parce qu'il y a nos frères et sœurs de la diaspora qui veulent participer, contribuer aussi au développement de ce pays. Ils envoient chaque année officiellement 184 milliards, le chiffre de la Banque mondiale. Mais officieusement 250 à 300 milliards dans l'économie nationale. Et c'est ça qui tient encore en vie certains de nos compatriotes et tout. Donc ils veulent contribuer. C'est pour ça qu'ils ont demandé à voter et tout. Mais c'est pas ça. Je leur ai dit, attendez, après 2020, vous voterez. Nous devons mettre de l'ordre d'abord dans le pays. Nous devons mettre de l'ordre dans ce que nous sommes en train de faire. Après, vous voterez librement et tout. Mais pour l'instant, vous n'avez aucun à voter. Parce que vous irez voter dans des consulats ou dans des ambassades où il n'y a que nos frères qui sont au pouvoir actuellement et leurs partisans qui ont l'habitude de frauder et de faire de la violence et tout. S'ils font ça ici, en plein jour, sur le territoire, ils feront la même chose là-bas. Donc attendez, quand nous mettrons de l'ordre dans le pays, vous aurez la liberté de voter et tout. Très bien. Avec notre invité, le président du PR, Nicolas Leçon. Nicolas Leçon, cette semaine, mardi précisément, la PED, avec à sa tête Maître Jovi Gali, avait voulu tenir une conférence de presse pour proposer leur solution de sortie de crise. Sauf quand même la tenue de la conférence, les lieux ont été bouclés par les forces de l'ordre de sécurité. Ce n'est pas la première fois qu'on le voit ces derniers jours, puisque le Front citoyen Togo debout a eu la même difficulté pour pouvoir tenir ces réunions, ces meetings. Comment est-ce que vous analysez ça? Est-ce que, comme un confrère l'a ironisé ce matin, est-ce qu'on est en train de quitter un état de terreur pour aller à un état de torture finalement? Non, c'est une grave méprise de la part de ces frères-là qui sont au pouvoir et tout, qui usent du pouvoir pour faire n'importe quoi. Est-ce qu'ils croient eux-mêmes que c'est productif de faire des choses comme ça? Les gens ont le droit de faire des conférences de presse, de donner leur position et tout. Si vous savez que vous êtes dans le droit chemin, que ce que vous faites est bien et tout, en quoi cela vous gênerait tel que des compatriotes puissent exprimer leur position? C'est pas ça la démocratie. Alors après, c'est de la tyrannie ou du despotisme que vous instaurez dans le pays et tout. C'est pas sérieux ça. Et c'est ça qui dégrade ce pays. Ils ont dégradé notre pays. Partout on parle mal du Togo. Après ils disent que ce sont les opposants. Mais c'est dans leur action. C'est ce qu'ils font qui n'est pas bien, qui est contre la liberté, qui est contre les droits des gens et tout. Comprenez? Ils n'ont pas le droit de faire ça. Il faut les laisser faire leur conférence de presse et tout. Vous êtes là en place. Faites ce qui est bien. Quand vous faites ce qui est bien et qu'on vous critique, mais la providence et les gens censés à l'extérieur prendront votre cause. Mais quand vous faites ce qui n'est pas bien et tout, mais vous salissez vous-même et vous salissez notre pays. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc c'est écœurant quoi. C'est-à-dire qu'ils ont porté leur aveuglement jusqu'à un niveau mais inacceptable. C'est-à-dire ils sont ces frères et sœurs là qui sont arrivés au pouvoir par le hasard de la vie et tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait à ce pays? Vous parlez du hasard? C'est le hasard de la vie qui les a portés là, vous comprenez?
Et quand ils sont là en place, ils ont fait quoi? Ils ont endetté lourdement ce pays. Même quand ils étaient venus, ils ont amené Humbo. Et Humbo est venu, on a fait signer dans des conditions rapides et tout, le PPTE, on a réduit la dette du Togo de 80%, ramené à 20%. Aujourd'hui, ils sont à plus de 86%. En moins de 10 ans, vous comprenez? Ils ont réendetté notre pays massivement et ils ont détourné massivement cet endettement-là, avec leurs complices, les prédateurs étrangers qu'ils ont fait venir et tout, qui viennent ramasser des centaines de milliards pour partir, alors que les Togolais n'ont même pas 1000 francs, 500 francs pour manger. Et ils veulent que les gens acceptent cela. Et ils leur disent, oui, vous faites bien. Mais c'est quoi leur histoire? Qu'est-ce qu'ils veulent? Où est-ce qu'ils veulent nous amener? Mais vous savez, il y a des lois dans cette nature et la Providence les frappera aussi durement qu'ils sont en train de Non, ce sont vos frères. de Si menacer. vous réclamez les frappes de la Providence, c'est pas bien. C'est bien. Parce qu'il faut toujours qu'il y ait justice. Ils ont installé dans ce pays des injustices insupportables, inacceptables. Des gens qui ne valent rien, ont 3 postes, 4 postes et tout. Et des postes de responsabilité. Et ils ne foutent rien. Regardez l'état de la ville de Lomé. Regardez la plage de Lomé. Avec de la délinquance, de la saleté et tout ça. Et pourtant, il y a un maire. Il ne fout rien, il ne comprend rien du tout. Allez dans des quartiers, Nikonakwe, Kodjovia, Kopé, et Bé, Benyedi, des trucs comme ça. Vous avez des choses insupportables. La question de l'assainissement est prise en compte par le gouvernement togolais. Ce matin, le président. Pas par le gouvernement togolais. Non, ce matin, le président était pour pouvoir inaugurer le 4e lac. Vous étiez au courant. Mais écoutez, quand vous prenez des choses aussi médiocres qui sont financées par des institutions supranationales et tout, pour nous dicter les conditions de notre gouvernance et tout, mais c'est une insulte à notre intelligence. Nous sommes plus intelligents que ça. Prenez par exemple cette histoire, je vais même sauter pour avant de trucs là. On est content, on en voit même dans des journaux que la Banque mondiale participe à un appui budgétaire. De combien? De 40 millions de dollars. Oui. Ça fait un peu moins ou un peu plus selon le coût de 23 milliards. Vous comprenez? 23 milliards. Alors que des individus malfamés ont détourné les 26 milliards pour construire la route de Lomé à Anfouin. Et on attend d'avoir 23 milliards de la Banque mondiale. Et les gens sont contents. Ils doivent avoir honte. Vous comprenez? Ils doivent avoir honte. C'est scandaleux d'entendre des choses comme ça. Notre pays devrait être indépendant. Et ils ont réduit notre pays à un état de soumission, d'asservissement, et inacceptable quand même. Qu'est-ce qu'on a à foutre avec 23 milliards de la Banque mondiale, aide budgétaire? Ah oui, parce qu'ils ont fait en sorte que les Togolais ne sont plus capables de contribuer au budget national. Vous comprenez? Pour le développement du pays. C'est grave que les Togolais ne contribuent pas. C'est eux qui ont fait ça. C'est leur politique désastreuse, criminelle, la corruption à un niveau inacceptable dans ce pays. C'est ça qu'on doit combattre. Et on doit mater ces individus-là. La corruption. Oui, la corruption. Ils sont corrompus. Ils sont malfaisants. Et ils créent des problèmes à ce pays. Pour rien du tout. Ça affame les Togolais. Ça les honnie. Nos frères qui sont à l'extérieur ne sentent plus cette dignité de dire je suis Togolais. Et partout, ils ont cette colère-là. Parce que leur pays est mal gouverné, mal dirigé par des corrompus qui préfèrent les étrangers aux Togolais. On va chercher un Rwandais et on lui confie nos régies financières. Non, ça c'est du passé maintenant. C'est pas du passé. Oui, mais il est parti, Gaperi. Mais vous avez creusé un trou. Ils ont creusé un trou là. Qui va fermer ce trou qu'ils ont creusé? C'est ça la réalité. On ne peut pas tourner cette page comme ça. Très bien. Écoutez, merci beaucoup à Nicolas Lawson sur la question politique. On va maintenant aborder le sujet économique. C'est d'ailleurs le sujet principal de l'émission de ce matin. Vendredi passé, le Conseil des ministres nous renseignait, et ça, on le savait quand même depuis... avant même la crise politique au Togo, mais la crise qui s'est véritablement ouverte à partir du 19 août a montré que notre économie a pris également un coup. Et le gouvernement a été clair dans son communiqué que cette crise a quand même contribué à réduire véritablement le niveau de mobilisation des recettes fiscales et douanières. Donc,
il est obligé de réduire ses prévisions au niveau du budget. Donc, on a adopté un nouveau projet de loi des finances donc rectificative, une baisse de 1%. Comment est-ce que vous comprenez ça? Mais voilà encore la supercherie. Comment une supercherie? Mais ce n'est pas de 1% qu'il faut de réduire ce budget. C'est peut-être de 15, 20, 30%. Vous comprenez? Les recettes ne rentrent pas. Là, le budget tombe carrément. Quand Absolument. on réduit le budget de 15%. Mais bien sûr, ils ont l'habitude de ces imposteurs. Vous avez vu à un moment donné, le FMI est venu pour dire au président béninois, à l'époque, qui avait surestimé son budget, surévalué, de réduire. Yaïboni, il avait réduit et tout. Et ici, au lieu de réduire de façon responsable, raisonnable, ce budget-là, ils parlent. C'est toujours pour tromper les gens. Ils ne sont pas capables de faire des recettes et nous présenter un budget à 1308 milliards, comme ils le disent là. Tu vois? C'est une insulte à l'intelligence. C'est une bêtise. s'ils le disent, parce qu'ils peuvent. Ils ne peuvent pas. Ils sont incompétents, incapables. C'est moi qui te le dis. Ils ne comprennent rien à l'économie. Ils ne comprennent rien du tout à l'économie. Ils attendent que les gens travaillent et payent des impôts. Ils ramassent ça. Et ils endettent le pays en plus. Et puis ils se partagent, tu vois ça, entre eux et leurs amis étrangers et prédateurs. Et après, ils nous disent, ils nous donnent des chiffres fictifs et tout ça là. Non, le budget, tel que se porte l'économie nationale aujourd'hui, leur budget là ne tient pas à la route. On ne peut pas avoir des recettes. On ne peut pas. Pour équilibrer le budget. Non, s'ils arrivent à récolter 650 milliards de recettes, ben, je te dis, ce serait un miracle. C'est moi qui te dis ça. Je circule, je vois l'activité économique et tout ça là. Ils ne peuvent pas y arriver. C'est fictif ce budget-là. C'est pour tromper les gens. Ils veulent faire croire aux gens qu'il y a un gouvernement qui a dépassé 1000 milliards et tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais ça dit un peu de sérieux, comprenez? Et ce qui m'énerve le plus, quand vous voyez par exemple ces bureaucrates supranationaux de la Banque mondiale, du FMI et tout ça là, qui débarquent dans ces pays et tout, et qui vous font des prescriptions de ceci, de cela et tout. De quoi ils parlent? Ils viennent, ils ne connaissent rien du tout. Moi, je l'avais dit une fois. Quand ils vont venir, ce n'est pas 4 ministres pour aller les chercher à l'aéroport, pour les installer dans les suites 2 février et tout ça, et puis on leur donne des chiffres, ils mettent ça dans leur petit ordinateur et ils sortent. Quelque chose qui est déjà préétabli. Donc, après, ils bouffent bien, ils mangent, et ils s'en vont, ils vous donnent des prescriptions. Mais ce sont, ces bureaucrates-là, ce sont des bureaucrates nationaux qui avaient été dénoncés dans le temps, comme ayant échoué lamentablement dans leurs pays respectifs. Maintenant qu'on envoie dans des institutions qui se retrouvent là-bas, des gens qui ont échoué sur le plan national dans leur pays, qui se retrouvent comme leurs représentants au niveau supranational et qui viennent vous faire des prescriptions et vous disent de faire ça et tout. Pour qui? Mais ça dit, le monde va où? Ils prennent les gens pourquoi et tout. Ils ont fait leur truc. Ce schéma-là ne marche plus, vous comprenez? Et c'est là qu'il va y avoir la révolution des esprits, de l'intelligence, pour mettre un terme à cette farce-là que nous voyons et tout. Des gens qui ont échoué dans leur pays, qui viennent pérorer ici pour dire oui, c'est plus ou moins, c'est ceci, cela. Ça veut dire quoi? Donc ça? le 1% ne suffiront jamais pour pouvoir régler le problème auquel fait face donc le Togo aujourd'hui. J'ai envoyé un message à M. Fogna Singbe pour lui dire, s'il n'arrête pas le train là, qui déraille là, il finira mal. Mais notre pays, notre pays se relèvera toujours. C'est comme ça. Vous comprenez? Mais lui, avec son gouvernement, s'il n'arrête pas le train avant que le train ne déraille Là, définitivement... vous le menacez carrément. Non, je lui dis la vérité. Un ami, un frère, un homme doit avoir le courage de dire la vérité à son frère quand ça va mal. Oui, bien sûr. Quand vous le trompez, quand vous lui mentez, vous êtes son ennemi. Vous êtes dangereux, vous êtes mauvais. Ceux qui l'entourent, qui disent qu'ils sont ministres et tout ça, ils sont dangereux. Ils sont mauvais pour lui, ils sont mauvais pour le pays et tout. Le pays va mal. Le pays va très mal. On ne peut pas. Vous savez, c'est ça qu'on appelle, tout est pourri à l'intérieur et vous faites du badigeonnage, vous comprenez?
À l'extérieur, on croit qu'il y a quelque chose. C'est ça, leur sommet bidon et tout ça là, sur je ne sais pas quoi. Et depuis qu'ils ont fait le sommet sur la sécurité maritime, Oui. vous avez encore entendu parler de quelque chose? Non. Vous voyez les gens qui sont à la plage là, ils se plaignent, ils sont malheureux parce que la mer est truc. Et ceux qui exploitent notre phosphate, ils lavent ça dans la mer. Ils nous tuent dans les lacs là-bas et tout. C'est jaunâtre avec, tu vois, les trucs et tout. Et ceux qui sont dans les trucs. Voilà la réalité sur le terrain et tout. Et c'est à ça qu'il faut trouver des solutions et tout. Comment est-ce qu'il faudra faire maintenant pour relever l'économie véritablement, si vous estimez que ce projet de loi de finances rectificative tel que proposé ne tient pas la route? On fait quoi pour quand tu prends, les recettes? Quand tu prends ce qu'ils estiment être le produit intérieur brut du pays, Oui. Vous avez un endettement de 2150 milliards. Et vous avez, soi-disant, ça fait 86%. Donc vous avez, en réalité, le produit intérieur brut qui fait 2670 milliards. C'est ça qu'ils estiment là. Mais ils sont loin du compte. Et ça dit, c'est l'ignorance et la bêtise humaine. Moi, je vous dis, si je recalcule le PIB, je sais comment je vais le faire. Je ne le donnerai pas. Ce sont des gens... vous avez une façon particulière de Non, faire le calcul? non, la façon véritable. J'ai fait les techniques financières comptables au Conservatoire des arts et métiers. J'ai fait les statistiques appliquées à l'économie nationale. J'ai fait les mathématiques financières et tout ça. J'ai fait la systémique et tout. Et j'ai été au ministère de la Coopération et du Développement à Paris où j'ai travaillé avec l'équipe de Jean-Pierre Cotte et tout ça, la commission Coopération et Développement et tout. J'ai appris, j'ai cherché à comprendre, à savoir, à la Maison de l'Europe de Paris, dans le mouvement européen, comment on calcule le PIB d'une nation. Vous comprenez? Comment on présente le budget d'un ministère, d'un État et tout ça là et tout. Et quand je suis revenu, et j'ai réfléchi, j'ai trouvé que chez nous, il y a pratiquement 80% de nos capitaux qui sont des capitaux morts en Afrique. Parce que nous sommes des fainéants, des paresseux, et que nous ne travaillons pas suffisamment. Nous mettons des gens ambitieux, qui servent leur intérêt personnel, qui ne voient pas les intérêts de leurs frères et tout, et donc qui n'arrivent pas à présenter les vrais chiffres de cette nation-là. C'est-à-dire, je dis aujourd'hui, le vrai produit intérieur brut du Togo, ça tourne aux alentours de 10 770 milliards. 10 000 milliards? Oui, 10 770 milliards. Et je suis même en dessous de la réalité. Et ça, c'est parce que j'ai mis... Y a-t-il pas d'exagération dans les Pas chiffres? du tout. Chez moi même, à la maison, j'ai des capitaux morts qui sont chez moi à la maison. Ah oui? Ouais. Et je connais leur estimation et tout. Je peux les estimer. Si je viens chez vous, je vous dirai quel est votre capital mort ou quels sont vos capitaux morts et tout. Donc, une fois qu'on aurait, par exemple, identifié ces capitaux morts, qu'on va les rendre fongibles. On ne peut pas tous les rendre fongibles dans un délai raisonnable. Il faut au moins 5 à 10 ans pour y arriver. Parce que nous sommes des fainéants, n'avons pas les structures, l'organisation et les méthodes pour le faire. Il va falloir, avec rigueur et méthode, mettre en place la structure et l'organisation pour régler ça. Mais dans un délai d'une année et tout, quand on fait des projections, des estimations, on peut dire, sur ces capitaux morts, on fait un déficit de 7%. Et avec ce déficit de 7% et tout, on arrive à quoi? On arrive à pratiquement 765-66 milliards. Et ça là, c'est avec ça que nous devons commencer à financer ou à préfinancer ce que j'ai appelé le développement à la base. C'est-à-dire pour nos 39 préfectures aujourd'hui, on donne à chaque préfecture 3 milliards, et on leur demande de présenter à l'État un certain nombre de projets. Locaux, pour être financé. Voilà, sur ce fonds-là et tout, vous comprenez. Et on donne 20 milliards pour 1000 chefs traditionnels
Oui, je les vois, ils viennent, ils s'assoient, ils font des conférences, des trucs. Ils font quoi là? Qu'est-ce qu'ils cherchent là? C'est pas leur place là. Donc, je vais donner à chaque chef traditionnel 20 millions. Et il a l'obligation de créer 20 emplois. Donc, les 1000 chefs vont me créer 20 000 emplois qui vont commencer à travailler pour produire dans le secteur agricole, dans l'élevage, dans la pêche et tout ça là. Vous comprenez? Donc, pour relancer sur cette base-là, la première économie, vous comprenez. Et je mettais en chantier la construction de 5000 nouvelles classes. Tu vois, à raison de 5 millions par classe. Je veux de belles classes et tout, vous comprenez, à raison de 5000. Donc, je mets au travail les maçons, les menuisiers, les plombiers et tout ça là et tout, dans tout le pays. Ils vont travailler, gagner. Et tout cela va vivifier notre économie. La relance de l'économie nationale. Comprenez? Ainsi de suite. Il y a un certain nombre de projets comme ça. Alors, je donnerai 35%. Pourquoi est-ce que vous pensez comme cela et que ceux qui entourent le chef de l'État ne pensent pas de la même manière? Parce qu'ils ne savent pas. Ce sont des plaisantins, c'est des petits politiciens. Vous avez été à la même école presque. Pas du tout. Je n'ai pas fait la même école qu'eux. Moi, je suis né, mon père était déjà mort. Mon père est mort le 1er janvier, je suis né le 11 mars, vous comprenez. Et j'ai traversé tous les pays, pratiquement, de notre sous-région là. Le Dahomey, la Haute-Volta, hein, avec les enfants de Lamizana et tout ça. J'ai travaillé au Ghana, la famille et tout, le Nigeria, vous comprenez, avec le Nassima, le National Association of avec des gens comme ça. J'ai été en France. J'ai représenté la France au Parlement européen des jeunes. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Ainsi de suite, ainsi de suite. J'ai frotté et limé ma cervelle contre celle de grands académiciens. J'ai organisé le 28 février 1984, c'est vérifiable, au grand amphithéâtre de la Sorbonne, avec le président Léopold Sédar Senghor, l'académicien, lui le prince Ringuet, le président Edgar Faure, et le président de la Sorbonne, et Jacques Bompard, ainsi de suite et tout. Et j'ai lu des centaines et des centaines de bouquins. Nous n'avons pas fait les mêmes choses. Mais pourquoi est-ce que le président Faure Gnassingbé, depuis que vous lui adressez des messages, des lettres, vous prenez position sur des sujets économiques, ne vous fait-il pas appel? Pourquoi ça fait son affaire. Vous comprenez? Ça fait son affaire. Son prédécesseur, son papa, Gnassingbé Yadema, il m'appelait, il me consultait, mais c'était trop tard. Parce qu'au moment où il m'appelait, me consultait, son destin était déjà tracé. Et je l'avais vu. Vous savez, ce que les gens ne savent pas ou ne comprennent pas. Lorsque Nicolas n'est pas un politicien, vous comprenez? Je suis un homme d'État, un patriote, un cocardier. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai travaillé pendant des années. J'ai pensé ce que nous devons faire, comment nous devons faire ça, ainsi de suite et tout. J'ai été envoyé au Togo en 1986 pour être le correspondant permanent rédactionnel d'Afrique Expansion. Le premier journal économique français sur l'Afrique et tout. J'ai couvert le Nigeria, j'ai couvert le Bénin, j'ai couvert le Togo et tout ça là, vous comprenez. Donc, à l'époque, je travaillais avec la Banque centrale au Nigeria, Bank of Ghana, avec la BOAD ici, le FMI, tout ça. J'ai travaillé avec eux pour chercher des informations crédibles et sûres pour ce journal et tout. Donc, j'ai beaucoup appris et je connais parfaitement leur économie, la Côte d'Ivoire et tout ça, ce que Houphouët-Boigny a fait, comment il a fait, ainsi de suite et tout. Et j'ai suivi tout ce processus-là. Donc, c'est ça qui est différent avec moi. Et je ne suis pas entré en politique en 1990 comme ceux qui sont là aujourd'hui. C'est depuis 1976 que j'ai confronté Gnassingbé Yadema. Vous comprenez? Après avoir quitté le Dahomey, parce que le marxisme-léninisme, les garments de Mathieu Kérékou nous avaient envoyés en exil et tout. Donc je suis venu ici et j'ai essayé d'aider et tout. Et j'ai permis au Togo d'avoir la première constitution de 1980. Qui peut dire que c'est faux? Il y a les Agbéoum et tout ça. Ils n'ont qu'à aller dire ce que j'ai fait pour qu'on ait ces choses-là, ainsi de suite et tout. Et à la suite, j'ai fait ce que j'avais à faire. Pendant la transition, j'aurais pu faire beaucoup de choses. J'ai réussi seulement à mettre en place la HAC et tout. J'ai essayé d'assainir la Lonato, l'hôtel école. Je ne suis pas arrivé. J'ai été obligé de démissionner de parti. Sinon, j'aurais dû mettre en place le Conseil économique et social pour permettre aujourd'hui au Togo de pouvoir avoir une telle institution. Est-ce que vous savez que l'hôtel Le Bénin, anciennement, hôtel Ibis maintenant, devient la propriété du Togo? Oui,
Mais c'est Un petit peu comme Sarakawa avec la même gestion. Non, Qu'est-ce que cela vous inspire? l'hôtel École Le Bénin, j'ai été membre du conseil d'administration là-bas. Il n'aurait jamais dû fermer l'école d'abord et il n'aurait jamais dû donner cet hôtel-là à Ibis aux conditions. Ils ont eu 900 millions. Voilà. Et la gestion libre. Ils n'ont rien apporté. Quand vous les chassez, vous reprenez ça. Est-ce que vous avez repris les 900? Vous avez vu? Ils ont dépensé peut-être 120 millions pour remettre la peinture et puis quelques trucs et tout. Le reste, ils l'ont empoché. Et vous les chassez, ils sont contents. Ils ont fait leur truc déjà. Business, c'est tout. Donc, nos frères sont en train de faire n'importe quoi. Et ils ont le culot de chercher à avoir Nicolas Lawson pour approuver cela ou pour être complaisant. Je ne peux pas être complaisant. Nous sommes au 21e siècle et l'Afrique est le continent le plus richement doté sur cette planète et tout. Et nous sommes les plus pauvres. Parce que la faute à qui? À nos élites et à nos sous-élites. Donc il faut que nous arrivions maintenant à former des super élites qui comprennent la marche de ce monde et comment on crée une nation. C'est pour ça que je suis allé très loin chercher des solutions en faisant une synthèse. Lee Kuan Yew à Singapour, quand il avait pris le pouvoir en 68, c'était quoi? C'est un marécage de reptiles, de brigands et tout. Il en a fait l'État-nation la plus propre et prospère aujourd'hui. Il y a Mahathir qui est revenu au pouvoir à 92 ans. C'était son compétiteur. Regarde la Corée du Sud. Et c'est pour ça que quand Donald Trump sait le potentiel des Coréens et tout, une nation qui a pu fabriquer l'arme atomique, il veut faire du business avec le Kim Jong-un, qui a fait ses études en Suisse. Comprenez? Donc, il sent qu'il peut faire de belles affaires là-bas et porter la Corée du Nord peut-être au niveau de la Corée du Sud et avoir là un boulevard pour le commerce extérieur des États-Unis qui est déficitaire et tout. C'est ce qu'il est en train de faire. Et si j'aimerais revenir en arrière pour dire, le monde est dans une direction d'égarement. Et beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi l'avènement de Donald Trump. Comprenez? Donald Trump est venu pour porter un coup d'arrêt à la globalisation et à la mondialisation sauvage. Comprenez? Il doit avoir... Vous approuvez ces méthodes? On s'en fout des méthodes. C'est-à-dire le jeu. Vous comprenez? Ça va vers où? Et il a déclaré, son ministre, son secrétaire au Trésor, Ross, que nous ne voulons plus de multilatéralisme. Nous voulons du bilatéral, de pays à pays, d'homme à homme. Vous comprenez ça? Et c'est plus rentable? Non, le monde doit prendre cette direction aujourd'hui. Si le monde continue dans la bêtise de multilatéralisme et tout ça là, avec des Hollandes pour se faire connaître, pour qu'on parle de lui et tout, faire des grands sommets sur l'environnement et tout, pour lequel il n'a aucun poids, aucune contrainte et tout. Vous avez vu que dès que Trump est venu, il a foutu ça à la poubelle et tout ça là et tout. Et je disais ça depuis plus de 25 ans, 30 ans. Vous comprenez? Que c'est ce qu'on appelle la mondialisation sauvage qui était en jeu et tout. Non, c'est pas bon pour nous. Comprenez? C'est pas bon pour nous, pour une simple raison. Parce que cette mondialisation sauvage, elle nous a dépossédés de nos sociétés d'État. Vous comprenez? On a été obligé de vendre nos sociétés d'État à des francs symboliques. Vous comprenez? Et des étrangers sont venus prendre nos sociétés d'État. Ils nous ont dépouillés de nos propres... Ils sont venus prendre nos banques. Vous comprenez? Ils nous ont dépouillés de nos moyens d'action et tout ça là. Et nous vivons dans une société dans laquelle les taux bancaires de ces taux, c'est de l'usure. 13 à 17%. Tu ne peux rien construire sur cette base. Alors que ces banques-là vont prendre l'argent auprès de notre banque centrale à 2,5%. C'est un scandale. C'est le scandale du temps moderne. C'est l'esclavage. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a que vous qui dénoncez ça? Oui, parce que les autres sont des cancres. Il faut que j'ose le dire. Sont des rigolos.
Des gens se disent des panafricanistes, des ceci, on va sortir du franc CFA et tout, n'importe quoi. Si vous sortez du franc CFA, mais ils vont spéculer contre votre franc, ça ne vaudra même pas un centime. Il vous faut des... Vous savez comment on a détruit Mobutu Sese Seko quand il criait et tout. Au départ, un zaï valait $2. Mais après, si tu prends $1, il faut un panier de zaï. Vous comprenez? Oui. Voilà. Donc, c'est-à-dire que il faut être intelligent. Il faut comprendre le monde et tout. Je suis allé même chercher, tu vois, dans les trucs, et Franklin Delano Roosevelt, un peu infime et tout, il devient président des États-Unis. Moment difficile, critique, 1929, comprenez? Et il est élu président, 1932. Après, qu'est-ce qu'il fait? La guerre survient et tout. Les banques, Morgan et tout, ah oui, eux, ils sont là financés. Tu vois, les fascismes de Mussolini en Italie et il s'est soulevé contre ça et tout. Tu vois? Donc, il a été en confrontation, même avec Churchill. Et quand la guerre est presque à moitié finie et tout, ben, ils ont fait le traité de l'Atlantique. Et lui et Churchill se sont confrontés et tout. Tu vois? Ils voulaient quoi? Le plan Marshall, non pas seulement pour l'Europe, mais ils voulaient un plan Marshall global néo-tué. Et il est entré en conflit avec Churchill et avec De Gaulle, qui ne voulaient pas donner des indépendances à nos pays et tout. Si Franklin Delano Roosevelt a été vivant après la guerre, il aurait changé beaucoup de choses. Très bien. On va marquer une pause une nouvelle fois et on va revenir maintenant sur cette conférence qui se déroule dans notre pays entre donc les États ACP, et ces États sont en train de réfléchir pour pouvoir renégocier l'accord de Cotonou avec l'Union européenne. On en reparle juste après. 93.1 Taxi FM. Retour en studio pour la seconde partie de Taxi Press. Notre invité ce matin, c'est le président du PRR, Nicolas Lawson. Et on va aborder le dernier sujet de ce débat. Et ça concerne donc les ACP UE, les États les États membres, on va dire, des ACP sont en réunion depuis quelques jours. La réunion doit prendre fin demain. Nous, on note que le Togo a été désigné pour présider le groupe ministériel des pays ACP, chargé donc de négocier avec l'Union européenne à partir d'août prochain un nouvel accord de partenariat qui prendra le relais de celui de Cotonou en 2020. Alors, les accords post-Cotonou permettront de revoir les vecteurs qui fragilisent les potentialités des États ACP, améliorer la gouvernance, assurer le développement du commerce régional et créer les bases d'une relation plus équitable et en gros donc redessiner, comme le ministre Robert Doucet le disait à l'ouverture des travaux, redessiner le partenariat du groupe ACP avec l'Union européenne. Et quand vous entendez tout ça, qu'est-ce que cela vous dit, Nicolas Lawson? Mais ça me fait sourire. C'est-à-dire, je me dis, franchement, il y a des gens qui sont narcissiques et qui osent. Est-ce qu'il a déjà réfléchi pour aider M. Faure Gnassingbé à trouver des solutions aux problèmes de baie? Comment quelqu'un qui n'est pas capable de réfléchir, aider son président à trouver des solutions aux problèmes de baie, aux problèmes de Afanya, aux problèmes d'Aripé. C'est le ministre des Affaires étrangères. Oui, mais il veut aller réfléchir. Il y a d'autres ministres qui peuvent s'occuper du problème de baie. Non, il fait partie d'un gouvernement et un intime de M. Faure Gnassingbé, proche de lui, comprenez. Quand vous faites partie d'une équipe, le succès de l'équipe fait votre succès, l'échec de l'équipe fait votre échec. Bien sûr. Voilà. Donc, le monsieur qui n'est pas capable d'aider son président à régler des problèmes les plus simples de son pays, il veut maintenant conduire une réflexion sur le règlement des problèmes entre 79 pays des ACP et les 27 ou les 28 de l'Union européenne. De l'Union européenne.
Mais vous voyez comment les gens, c'est de l'outrecuidance, c'est-à-dire que c'est incroyable, ça me fait sourire, quoi. C'est de la plaisanterie. Ils ne sont pas capables de quoi que ce soit. Et nous sommes sortis de ce monde d'hier. C'est le monde d'hier, ça, les ACP et l'Union européenne. Ce n'est plus d'actualité. Ce n'est plus d'actualité. Mais les pays en parlent, ceux qui Non. sont concernés en parlent. Mais non, l'Union européenne a tellement... Alors, expliquez-nous alors. Oui, l'Union européenne a tellement lui-même des problèmes, et elle-même des problèmes, en son sein, comprenez, qui n'arrive pas. Vous avez vu l'Espagne? Oui. Voilà. Ne parlons Avec pas... le problème de Barcelone, la Catalogne et tout ça là et tout, avec le chômage massif des jeunes et tout ça là et tout. Hein? Vous prenez la Grèce, vous avez vu comment ils ont fait avec la Grèce et tout ça là, ainsi de suite et tout. Et comment l'Italie aujourd'hui, où les gens ont voté pour désigner une majorité, le président ne veut pas de certains ministres et tout. Au nom de quoi? C'est lui le peuple. Il a plus de pouvoir que le peuple. Quelle est cette constitution? Quelles sont ces lois qui lui donnent ce pouvoir-là? Le peuple a voté pour chercher une direction. Lui, il ne veut pas cette direction-là. Il veut autre chose. Parce que l'oligarchie bureaucratique de Bruxelles, l'empêche d'aider les gens à faire leur politique et tout. Des obstacles et tout ça. Est-ce que l'Union européenne a déjà réglé? Et le pire, c'est quoi? C'est parce que l'Angleterre, le Royaume-Uni, le Brexit, ils sont sortis, ils vont sortir là bientôt de l'Union européenne. Les négociations sont en cours. Oui, pour sortir. Oui. Parce que le peuple britannique ne veut plus de cette Union européenne-là. Vous savez, les Anglais, c'était la première puissance économique et financière mondiale. La City est la première place boursière dans le monde et tout. Ils ne veulent plus être dans l'Union européenne. Et ils n'ont jamais participé à l'euro. Ils ont gardé leur livre sterling, vous comprenez. Et ils ont spéculé à fond. Et 80% des paradis fiscaux dans le monde leur appartiennent et tout. Et ils disent qu'ils sont arrivés à un moment où il faut abandonner cette Europe-là et sortir de cette Europe-là pour définir une nouvelle Mais il y a des regrets quand même. Non, mais c'est-à-dire... Il y a des regrets. Vous savez, vous allez voir ce qui va se passer. C'est-à-dire quand vous n'avez pas de l'intuition, de la préscience et tout, vous ne voyez pas certaines directions que les choses prennent et tout. Comprenez? C'est le reflux de la vague de la mondialisation. C'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc, votre histoire des ACPC, où vous êtes empêtré dans des problèmes de misère, de dégradation de votre environnement et tout ça là et tout, vous allez régler ça. Vous n'êtes pas capable de régler les problèmes de vos pays pris un à un. Et vous êtes là, suffisant, arrogant, pour aller chercher à régler des problèmes de 79 pays associés avec 27 ou 28 pays et tout. Est-ce qu'eux-mêmes, ils réfléchissent, ils voient ce qu'ils sont en train de faire? Non. Et en ce moment... Mais en même temps, les objectifs sont clairs. Je vais ils ne sont pas clairs. C'est du blablabla. Améliorer la gouvernance, assurer le développement et le commerce régional. Ils n'ont qu'à d'abord améliorer la gouvernance du Togo, vous comprenez. Quand vous prenez par exemple le Togo et le Bénin, quand le Bénin ne veut plus qu'on vienne importer des choses, que les Béninois, les hommes d'affaires du Bénin, fassent passer leurs marchandises par le Togo, transiter ici pour aller venir prendre ça et aller au Bénin et tout, vous n'êtes pas capable de régler ce problème-là. Et ça a détruit, des bonnes femmes, des hommes d'affaires et tout ça et tout. Et vous allez régler quel problème? Quelle insolence, quelle arrogance et quelle suffisance. Mais ces gens-là, ils prennent les gens pour quoi? Ils viennent, ils mangent, ils bouffent, et des paperasses, et ils pérorent, et ils racontent des histoires. Et on ne voit jamais de résultats. C'est un échec lamentable et tout. Vous savez, la nature fait les choses à sa façon. Et selon son cours. Mais l'avènement de Donald Trump, mais c'est-à-dire, c'est sa façon brutale, et puis de faire les choses et tout. Mais il est en train de redonner une nouvelle direction, non seulement à l'Amérique, non seulement à l'Amérique, mais à l'économie mondiale, à la gouvernance mondiale et tout. Quand vous prenez même des choses simples,
Vous le voyez, ce monsieur plus de 70 ans, avec une jeune dame mannequin, tu vois, le pain et tout. Et vous voyez à côté le jeune français, 39 ans et tout, avec sa femme qui peut être sa maman et tout. Et le vieux monsieur, il défend un monde nouveau. Et le jeune monsieur, il défend un monde qui est mort, qui est fini. Comprenez? Mais il va échouer lamentablement et tout. Comprenez? Et c'est la même chose. Vous prenez l'Europe aujourd'hui, et Donald Trump est contre Angela Merkel. Pourquoi? Parce que l'Amérique a des déficits très importants avec l'Allemagne. Et Donald Trump, comme un homme d'affaires, ne veut pas ça. Il ne peut pas supporter que ce soit l'Amérique qui soit venue au secours de l'Allemagne pour les aider à se relever de la guerre. Et puis aujourd'hui, l'Allemagne est la première puissance exportatrice dans le monde. Oui. 252 milliards d'euros d'excédent commercial et tout. Quand la France a 62 milliards de déficit, ainsi de suite et tout. Donald Trump dit non. Ça, c'est pas juste ça. Il faut rééquilibrer ça. Comprenez? Et ça crée des tensions là. C'est pour ça qu'il a pris le petit français pour dire, ben, toi, tu viens, on est amis, on va faire ça, tu vas comprendre. Il veut pas comprendre. Il croit que c'est pas le multilatéralisme qu'il peut rassembler des trucs de Libye, des trucs des Africains et tout. Non. Vous n'êtes pas d'accord par rapport au multilatéralisme? Non, parce que... Est-ce que ce n'est pas un élément en réalité qui doit aider les pays africains? Non. Le Togo, par exemple. Pas du tout. On a plusieurs partenaires. Ça nous permet quand même de souffler un petit peu, quand même. Non, c'est pas ça qu'on appelle le... Expliquez-nous. C'est pas ça. C'est-à-dire, nous sommes arrivés aujourd'hui, vous savez, c'est dans l'ordre des choses. Quand vous tenez devant la mer, à la plage, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des vagues qui s'élèvent et tout, qui viennent pour s'échouer sur la plage. Et puis après, ça se retire doucement, tranquillement, et ça reforme. C'est un cycle continu. C'est pour ça que ce que nous défendions dans le temps, et que j'ai appelé le co-développement, le co-développement entre l'Europe et les ACP. J'avais créé une association qui s'appelait Jeunesse ACP. Ce n'est pas pareil, c'est pas la même chose. C'est nous qui avons initié cette histoire. Quand j'étais au Parlement européen des jeunes. Et j'ai aidé à ce que, au Togo, on puisse avoir la première convention, la deuxième, ainsi de suite. Et tout. Après, les gens ont saboté ça, on a été fait ça à Cotonou, mais ça n'a plus aucun sens, aucune réalité et tout. Et la politique européenne, de l'euro, le traité de Maastricht et tout ça là et tout, ils ont copié plus ou moins le traité de l'UEMOA qui nous avait été imposé par la France et tout, et ça est en train de les étrangler actuellement. Certains pays ne supportent plus et tout, mais si vous ne supportez pas, vous avez des problèmes. Comprenez? C'est ça qui fait que l'Afrique n'a pas intérêt, ou les ACP n'ont plus intérêt à entrer dans ce jeu-là et tout. Comprenez? Des gens, vous produisez du cacao, c'est à Londres ou à Chicago, on fixe les prix. Comprenez? Vous avez de l'or, c'est là-bas qu'on fixe les prix. Et on vous achète ça selon le... Aujourd'hui, cette histoire de ACP-UE ressemble beaucoup plus à ce que le professeur Kakounoukou avait dit, servitude volontaire. Il ne comprend rien. Non, je voulais juste utiliser son terme, c'est pour ça que j'ai appelé son nom, servitude volontaire. C'est ça? Notre dirigeant, oui, c'est la servitude volontaire, ça c'est sûr. Vous comprenez? Mais ce n'est pas une raison pour sortir du franc CFA. Non, non. On n'est pas dans le débat du franc CFA. Vous pouvez faire un débat. Quand vous pouvez poser de bonnes questions, oui. Mais tirer de mauvaises réponses. Bien sûr, c'est ça. Sûr, oui. Il a posé certainement une bonne question, mais la réponse est désastreuse. Quand vous posez une question, le constat c'est quoi? Quand moi j'étais parti négocier pour Kufuor, et auprès de la Banque centrale européenne à Francfort, parce qu'ils ont créé au Ghana ce qu'ils appellent le WAMI, West African Monetary Institution, donc qui en principe devait faire un travail préalable de rapprochement des monnaies comme le Cedi, le Naira et puis le franc Sierra Leone, la Gambie et tout ça là, avant de pouvoir s'associer à la zone CFA de la région et tout. Quand j'étais parti là-bas, qu'est-ce que l'anglais m'a dit? You are a fucking man. How are you advising your friend to go into this shit hole?
Et c'est l'expression exactement que Donald Trump a employée. C'est shithole, c'est-à-dire trou de merde que nous avons ici. Nous ne comprenons pas les réalités. Nous ne savons pas comment les choses se passent et tout. Et nous faisons n'importe quoi. Vous comprenez? C'est-à-dire aujourd'hui, nous devons nous consacrer à la gestion de notre économie nationale. Mobiliser toutes les énergies, comprenez, et discrètement appliquer un certain nombre de solutions novatrices pour redresser. Qu'est-ce que le Singapour a fait? Qu'est-ce que la Corée du Sud a fait? Des pays qui ne disent rien en Europe, tels que la Lituanie, la Lettonie et tout ça là, ou même les pays scandinaves. Hein? Finlande, Norvège. Voilà. Il faut voir ce qu'ils sont en train de faire. Comprenez? Pourquoi la Suisse, un petit pays comme ça, n'a jamais intégré l'Europe et ni n'a jamais changé de monnaie, ni n'a jamais cherché? Pourquoi la Suisse? Moi, j'ai travaillé en Suisse. J'ai vécu là-bas, j'ai vu certains nombres de choses. En Suisse aussi? Oui, j'ai travaillé, j'ai vécu là-bas. Tu vois, c'était au Mozambique, Sandré, à Genève et tout. Donc, quand tu vois un certain nombre de choses comme ça, par expérience, tu dois savoir ce qui est adapté à ta situation et tout. Quand tu vas pour te jeter, tu te jettes dans la lagune là, à Guédranfort. À Guédranfort, d'accord. Tu peux éventuellement nager et traverser. Mais quand tu vas te jeter dans la mer, tu vas nager vers où? Tu vas tomber vers où? C'est ça qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de se jeter, pieds et poings liés dans la mer et tout. Ils n'en sortiront jamais. Parce que l'Europe n'a pas de solution pour nous. L'Europe, elle n'est pas généreuse. Hein? Vous n'êtes pas d'accord par rapport au renouvellement de cet accord? Mais il faut oublier ça. Le monde est en train d'aller de sortir de la mondialisation, de la globalisation. Le divorce entre les Anglais et les autres pays est une indication. Et quand vous voyez que la Catalogne se bat pour se séparer de l'Espagne et tout, la Corse se bat pour se séparer de la France et tout ça, mais ce sont des revendications qui sont dignes de notre siècle, du 21e siècle, comprenez? C'est-à-dire l'accélération du cours des choses, la complication des faits, ainsi de suite et tout. Est-ce qu'on n'est pas fort quand on est ensemble? Non, non. Tu es ensemble avec qui? Oui, mais bien sûr, j'étais tout à l'heure parlé du Bénin. Oui. Qu'est-ce qu'il fait là? Il empêche les gens de venir faire du business avec nous, en violation flagrante des dispositions du protocole de la CEDEAO. On ne lui dit rien. Ah, il est content, il croit qu'il est fort, il est bien. Oui, parce qu'il est en face d'un pouvoir faible et tout, qui ne sait pas de quoi il s'agit et tout. Puisque ce CEDEAO, c'est Gnassingue Yadema et c'est Gohan. Mais ce CEDEAO n'a pas pour vocation d'aller s'occuper des problèmes politiques ou de trucs gays, tout ça. Économique. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, c'est ça. Et ça a été abandonné, ce projet, finalement. Voilà, ils ont abandonné ça. Incompétents, incapables. Ils ont échoué. Ils viennent célébrer 43 ans de leur échec et de leur incompétence et tout. C'est ça, la réalité. La CEDEAO devait faire fluidifier le business dans la sous-région et tout, et permettre le développement de nos pays, tout ça là et tout. Ils ont abandonné ça. Ils sont devenus des politiciens, des petits politiciens, pour aller régler des petits problèmes politiques ou quand ça ne va pas et tout. Ils ont abandonné l'essentiel. Quelle solution proposez-vous aujourd'hui si vous ne voulez pas que les pays ACP se lient à l'Union européenne? Vous proposez quoi concrètement? Non, je vous ai tout à l'heure dit, nous devons mettre en place un plan de salut public pour notre pays. Voilà. Je veux que mes frères et sœurs, là, d'ici jusqu'à Sinkassé et tout, mangent 3 fois par jour. Et que les salaires qu'il y a là, que nous puissions travailler. Commencer par 35%, les doubler, les tripler, les quadrupler dans les 5 prochaines années. Comprenez? Je veux créer des écoles et modernes partout, des salles de classe bien équipées et tout. Mais la situation du Togo aujourd'hui, est-ce que ça permet en 5 ans de doubler les salaires? Oui. Véritablement. Absolument. Même le budget qu'ils ont dit là,
ce budget peut doubler les salaires. La masse salariale, hein, c'est à peine 13-14% de ce budget-là. La masse salariale, là, à peine. Alors qu'on leur a dit d'aller jusqu'à 35%. Oui. Donc vous pouvez doubler avec ce budget-là. Mais ils ne veulent pas. Parce que ce budget est fictif. Ce n'est pas la réalité. C'est du mensonge. Vous comprenez? Ils mentent sur tout ça là pour se faire bien voir. Mais c'est scandaleux. Il y a le train de vie du gouvernement qu'il faudra aussi réduire peut-être. Non, on n'a pas besoin. D'accord. Il faut une gestion rationnelle, rigoureuse et utiliser des vrais chiffres. Et donc, vous savez, la devise du Togo, c'est quoi? Travail, liberté, patrie. Oui. Si vous assurez les libertés aux Togolais, ils vont travailler avec ardeur, dans l'ordre et dans la discipline. Ils vont produire 2 fois, 3 fois, 4 fois ce qu'ils sont en train de produire aujourd'hui. Et l'État aura les moyens pour pouvoir faire une politique de relance dynamique et tout, créer des emplois, créer de la richesse dans ce pays et tout. Donc il faut pas de la... C'est le défaut de liberté qui ne libère pas les énergies en Voilà, réalité. la liberté libère les énergies productives. Vous comprenez? La liberté, c'est un des avantages remarquables de la liberté d'entreprendre, la liberté de créer, oser entreprendre, oser créer et gagner. Vous comprenez? Un état positif, ainsi de suite et tout. C'est ça qu'il faut. Donc, on doit revoir notre façon de penser, notre façon de vivre ensemble, de coopérer et tout ça là. On doit tout revoir. Ouais. C'est même la logique du temps, du 21e siècle. Hein. Et au-delà, moi je pensais, oui je sais, on dit lui aussi il est narcissique ou égocentrique. Je pense même que les États-Unis doivent modifier leur constitution. Oui, parce qu'elle n'est plus adaptée. Parce que quand, comment elle s'appelle, Hillary Clinton a plus de 3 millions de voix que Donald Trump, est-ce que c'est encore la démocratie du peuple, ça? Non. Cette constitution qu'ils avaient faite dans le temps, c'est parce qu'il y avait trop d'analphabètes, trop d'ignorants. Mais aujourd'hui aux États-Unis, mais les gens ont le minimum de connaissances, le minimum de bien-être et tout, et peuvent prendre certaines décisions. Donc, la règle des grands électeurs et tout est désuète depuis. Mais ils n'ont pas changé. Et ça profite à des situations comme l'élection de Donald Trump et tout, ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, nous devons, au Togo, et je le dis, pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, ce n'est pas de la Constitution de 1992 dont nous avons besoin. Hein? Nous avons besoin d'un changement de la gouvernance et d'une nouvelle constitution adaptée aux réalités du présent et capable de nous aider ou de nous guider pour relever les défis de demain. Mais en même temps, on sait que ceux qui réclament le retour à cette constitution, en réalité, veulent un changement de gouvernance. Ils n'ont qu'à le dire, très clair. Et les Togolais comprendraient. Nous ne voulons plus de cette gouvernance parce qu'elle est corrompue, elle est criminelle. Elle ne prend pas soin des Togolais, elle préfère satisfaire les étrangers, faire plaisir aux étrangers, que de faire plaisir aux Togolais et tout. Alors nous disons non, nous ne voulons pas ça. Nous leur disons de foutre le camp, de dégager. C'est pour ça que nous ne voulons plus de cette gouvernance-là. Des gens qui ne nous respectent pas, qui ne nous prennent pas en considération, qui préfèrent la compagnie des étrangers à notre compagnie, qui nous empêchent de travailler même pour notre pays, pour aider notre pays, aider nos frères et sœurs. Ces gens-là, nous n'en voulons plus. Ils ne sont pas dignes de nous. On leur dit de dégager, de foutre le camp. Vous comprenez? Il faut leur dire ça très clair. Il ne faut pas aller chercher midi à 14h pour parler de constitution, de faute de la diaspora. On n'a rien à foutre. On veut qu'ils nous libèrent. On veut qu'ils nous respectent. On veut qu'ils nous laissent travailler pour notre pays, pour apporter notre intelligence et notre force de travail au service de nos frères et sœurs de notre patrie. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Pourquoi on va chercher midi à 14h? Pourquoi vous ne dites pas ce qui est? Nos frères sont malheureux. Il y a trop de misère au Togo, trop d'injustice sociale. Cette jeunesse, comment est-ce que vous la voyez? Mais elle m'inquiète. Elle m'inquiète parce que c'est elle qui doit être à ma place. C'est elle qui doit oser réclamer, revendiquer plus de dignité,
plus de justice, plus de liberté. Quand j'étais étudiant, je touchais 18 000. Après moi, il y a eu jusqu'à 21 000 à bourse. Et on mangeait bien. On était très bien et tout. Pourquoi aujourd'hui on donne 15 000 quand le coût de la vie a explosé et tout ça là? Et que dans nos trucs, il n'y a même pas de dortoir, il n'y a rien du tout. Et quand j'étais étudiant, on payait notre chambre 1500. Aujourd'hui, c'est 12 500. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est un progrès? Non, c'est de la régression. Lamentable régression. Échec. C'est une honte. Oui, mais en même temps, quand on analyse, est-ce qu'on ne pourra pas dire qu'on est tous responsables? Non, pas tous. Ça, c'est de la bêtise, ça, de dire ça. Ah oui? Absolument. Moi, je ne suis pas responsable de cette merde-là. Vous comprenez? Je ne suis pas responsable. Je dis ce qu'on peut faire. Et j'ai toujours proposé des solutions. Hein? C'est ça. Pourquoi on va m'accuser que nous sommes tous responsables? C'est de la lâcheté, ça. Quelle histoire, ça? Pourquoi vous mettez le bon grain et l'ivraie dans les mêmes paniers? Ça allait pourrir les bons grains. C'est pas normal. Nous ne sommes pas tous responsables. Ceux qui sont responsables, ils se connaissent. Ils sont là, dangereux. Ils sont en train de traîner notre pays vers la dérive. Et nous ne voulons pas de ça. Nicolas Lawson, ce matin, si vous avez un message à l'endroit du président de la République, du gouvernement, même de vos concitoyens. Que M. Faure Gnassingbé prenne conscience qu'il est en train d'aller dans un trou et il n'en sortira pas. Ils vont l'enterrer, ces amis-là, amis eux et amis trucs-là, ils vont l'enterrer. Et ils vont chercher à foutre la merde dans ce pays et puis disant qu'ils sont en train de le protéger. Vous comprenez? C'est un scandale. On ne peut pas avoir des amis comme ça. Ouais. Quand des gens manifestent pour réclamer des choses, à cause de votre corruption, de vos échecs et tout, vous aussi vous manifestez pour dire que vous soutenez le président. Mais c'est à cause de vos échecs, vos crimes, vos corruptions que les gens manifestent. Et vous manifestez pour dire que vous soutenez le président. C'est le scandale, ça. M. Faure Gnassingbé doit comprendre ça. Parce que c'est lui qui va payer le prix fort. Vous comprenez? C'est lui qui paiera le prix fort. Eux, ils s'en foutent. C'est de lui dont on parle. On dit son père a fait 38 ans, il fait 12 ans, et qui dégage et tout. Mais tous les corrompus, les criminels qui sont autour là, qui font n'importe quoi et tout, qui interdisent les marches, qui font les trucs et tout. Et eux, ils vont rester là. Quand M. Faure Gnassingbé va partir, il faut qu'ils se réveillent, qu'ils comprennent ça. Comprenez? Comment tu peux laisser des soi-disant amis qui sont tes ennemis t'entraîner juste dans le trou et déstabiliser notre pays? Après, ils disent que ce sont les opposants. Non, ce ne sont pas les opposants, c'est eux. Comprenez? C'est parce que les opposants ne savent pas ce qu'il faut faire et comment faire. C'est pour ça qu'ils sont en train d'errer. Mais ce sont les amis de M. Faure Gnassingbé. Vous savez ce qu'il faut faire? Absolument. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faut remettre en place immédiatement un gouvernement de salut public. Et ce gouvernement doit tacler les vrais problèmes. Parce que les vrais problèmes, on les connaît. Un gouvernement de transition aussi? On peut l'appeler, mais c'est de salut public dont nous parlons. Il faut augmenter les salaires rapidement de 35%. Refaire notre PIB, recalculer nos trucs là et satisfaire toutes les revendications des enseignants, des médecins et autres, et augmenter les bourses des étudiants, les doubler à 30 000, comprenez? On peut. Si on fait 100 000, il y a combien dans notre université? 72 000 étudiants. On prend 30 000 en plus dans les secteurs privés et tout. Si on fait 100 000 et on leur donne 30 000, ça nous coûte combien? Ça nous coûte 30 milliards. Au plus 36 milliards, comprenez? Est-ce qu'on n'a pas ça? On a ça pour leur donner ça. Et ils vont nourrir la consommation. Les gens vont vendre au marché, ainsi de suite et tout. Donc c'est ça. Mais ce que je dis aux Togolais, c'est qu'ils aient la foi et qu'ils essayent de voir. Ce n'est pas ce que je possède ou le titre que j'ai qui fait qui je suis. C'est ce que je dis et ce que je veux. Nous sommes dans ce monde pour servir nos prochains et pour servir la gloire de Dieu. Et nous devons nous tenir à ça. Parfait. Monsieur Nicolas Lawson, merci quand même d'être venu chez nous ce matin. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur Radio Taxi FM Lomé. Merci à Emmanuel Afadangwe qui a assuré la coordination technique. Appelez-moi Erigaton. On se retrouve demain pour la grande messe de vendredi. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Taxi FM, la seule radio d'information continue.